présentation. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct d'une conférence Save the Date avec Carola Rackete qui est à Bruxelles. Alors je vous rappelle qui est Carola Rackete. Alors dans la vie, il y a celles et ceux qui sauvent des vies et les autres qui les prennent. Il faut bien choisir son camp et Carola Rackete se trouve ici ce soir. Alors, je vous rappelle 2 petites secondes avant de commencer la conférence, parce qu'elle a commencé justement la conférence. Voilà, mon caméraman qui me... On va prendre le temps de vous expliquer justement qui est Carola Rackete. Donc, la conférence a commencé, c'est juste une militante, la capitaine du Sea-Watch 3, qui est ici ce soir à Bruxelles. La conférence est en anglais. On va vous mettre la traduction, donc on vous fait vivre l'événement en direct. N'hésitez pas à partager autour de vous. Vous êtes en direct sur ODP News. Surveillance of the seas in order to arrest so-called human smugglers and traffickers. Point 8. But people keep dying while trying to reach Europe. Point 9. EU countries criminalize NGOs who are the only ones carrying out rescue missions at sea, with fines, prosecution, threat of jail. Point 10. But people keep dying while trying to reach Europe. And not forgetting the role of European countries that have played and continue to play in causing death, displacement and destructions through their colonialism and capitalist politics. Since 1998, well over 36,570 people have died trying to reach Fortress Europe. But according to the EU, these figures don't exist. There are no official statistics on the people who have died en route to Europe. But among this inhumanity, there are acts of resistance. And tonight's topic can be summarized with only one word: resistance. Our 2 guests have a lot in common. They have a special interest in the environment and ecology through their study and activism. And they have both made clear links between the breakdown of climate and migration issues. At sea for 17 Dû en mer pendant 17 jours pour accoster en lieu sûr, elle a décidé de forcer le blocus italien et d'accoster à Lampedusa. Elle a été interpellée et assignée à résidence avant d'être relâchée et de pouvoir quitter l'Italie. Son affaire est toujours en cours et elle risque jusqu'à 15 années d'emprisonnement. Le navire a été confisqué il y a 3 mois maintenant. Majid est un activiste britannico-somalien et eurodéputé. Né en Somalie, Majid est arrivé en Grande-Bretagne en tant qu'enfant réfugié et a grandi à Sheffield. Entre 2017 et 2018, il est devenu le premier Somalien, le plus jeune et le premier conseiller du Parti vert à devenir le Lord Mayor de la ville de Sheffield. Je vous encourage à écouter le discours qu'il a fait sur la migration à Strasbourg en juillet dernier en tant qu'eurodéputé fraîchement élu. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Voilà. Donc la première question est la suivante. Vous avez défié le politicien d'extrême droite Matteo Salvini, mais de manière différente. La première question pour Majid, vous l'avez attaqué directement au Parlement avec un discours puissant en la traitant de lâche et avez parlé à répétition contre la montée du fascisme en Europe. Est-ce que c'est comme ça qu'on commence pour lutter contre le système? Et pour vous, Carola, vous dites que vous n'avez pas décidé de vous faire un ennemi de Salvini, mais que ce que vous faisiez, c'était pour sauver des vies. Mais Salvini vous a accusé d'un acte de guerre et vous a traité de pirate et de hors-la-loi quand vous avez forcé le blocus italien et que vous avez accosté votre bateau à Lampedusa. Est-ce que vous avez réalisé, quand vous avez forcé le blocus italien, que vous forciez un changement politique? Bonsoir. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être ici
Et je voudrais remercier beaucoup les organisateurs d'avoir fait ce magnifique événement. Et je remercie Carola d'être venue jusqu'ici. Moi, je suis à Bruxelles, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts pour tout cela et je voudrais les remercier. Non, ça va, il peut parler comme il veut. Souvent, on me dit que je parle très vite, et donc je vais essayer de ralentir. Donc, en toute honnêteté, quand je suis devenu un eurodéputé, et j'ai fait mon premier discours en plénière à Strasbourg, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais dire, et je rassemblais différents éléments, et la première phrase, c'est le futur de l'Europe sera défini par le courage ou lâcheté. Et la façon dont l'Europe traite les personnes vulnérables, les réfugiés, les migrants, c'est ça qui va définir l'Europe. Et pour moi, c'était un liant pour parler d'autre chose. Mais je suis également convaincu de nommer le fascisme là où il est, de lui montrer du doigt. Et je ne lui donne pas d'espace pour qu'il respire. Et quand je lisais ce que Salvini disait, et je me dis, ce qu'il fait inapproprié pour le faire d'une manière différente. Et moi, je l'ai juste traité de lâche, parce que c'est ça qu'il était. Et oui, c'était vraiment très fort. Je sais pas comment ça allait être perçu, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais à ce moment-là. Et même au Parlement européen, vous avez des eurodéputés qui sont fascistes, vous avez des activistes formidables, et il y a des eurodéputés ici ce soir. Et l'idée, c'est même dans ma communauté à Sheffield, il faut avoir des conversations difficiles, beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils normalisent ce qu'ils voient. Donc, ça devient normal de déshumaniser les personnes. Et on parle aux voisins, ça parle des voisins, etc. Mais c'est la même chose par rapport aux leaders politiques. Et c'est important d'avoir ces conversations difficiles. Et je me demande, qu'est-ce que je peux faire? On me donne une plateforme en tant qu'eurodéputé, j'utilise cette plateforme. Et chacun dans cette salle a une plateforme à un certain niveau d'influence où on peut pointer du doigt le fascisme et lutter contre ça. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, dit-elle en français. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités ici. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de venir ici. C'est formidable de voir une salle comble comme cela. Personnellement, j'ai pas encore l'habitude de toute cette attention que j'ai eue d'un seul coup. Parce qu'il y a quelques mois, j'étais juste une écologiste, n'importe qui, quelqu'un qui, de temps en temps, aidait en tant que bénévole dans des projets, comme beaucoup d'entre vous, peut-être tout le monde dans cette pièce fait. Et d'un seul coup, j'ai eu beaucoup d'attention, j'étais sous les feux des projecteurs, alors que les gens qui ont besoin de cette attention, c'est les réfugiés, les gens que j'ai sauvés, et c'est eux qui doivent avoir le centre d'intérêt. C'est eux qui méritent toute l'attention. Il faut raconter leur histoire. Donc c'est un peu compliqué pour moi de recevoir toute cette attention des médias et de voir comment l'utiliser pour essayer de changer un peu les histoires qui sont racontées ou de savoir si je dois juste me cacher et essayer d'éviter toute attention. Je pense que la question était, est-ce qu'on a réalisé ce qui se passait? Je pense pas vraiment qu'on a compris la portée de ce qui se passait. C'est un fait intéressant pour toute vie. Parfois, on a l'impression de travailler sur quelque chose, on y met tout notre cœur, tout notre temps, et rien ne change malgré tous nos efforts. Et d'un seul coup,
quelque chose se passe et on ne sait pas quand ce basculement peut se produire. C'est comme un point de basculement. La même chose quand on parle du point de basculement dans le système, le changement climatique. On a tous peur de ça. Mais aussi, on a aussi des points de basculement sociaux. Et je pense qu'on a au moins la possibilité que des choses puissent changer. Et pour ça, c'est important de continuer le travail qu'on fait, parce qu'on ne sait pas quand on pourra atteindre un tel point de basculement. Et c'est ce que j'ai tiré de cette histoire de juin. Il y avait l'organisation Sea-Watch avec la communauté de navires de sauvetage. Les choses devenaient de plus en plus difficiles depuis 2017, où le premier navire, le Juventa, a été bloqué et arrêté pendant plus de 2 ans. Il y a eu 10 personnes qui étaient qui faisaient l'objet d'un procès avec des peines potentielles très longues, et donc la pression était plus forte. Le travail devenait plus difficile. Le décret de sécurité pour qu'on n'entre pas sur dans les eaux territoriales italiennes est passé alors qu'on était en mer avec les réfugiés déjà à bord, et c'était la loi la plus rapidement passée en Italie, 36 heures entre le Parlement et la signature du Premier ministre et sa publication. Donc vous voyez l'intention qu'il y avait derrière ce décret. Et d'un seul coup, avec mon arrestation, avec toute l'attention qui a été mise sur moi par le ministère de l'Intérieur, pas à cause de nous, mais à cause de la confrontation avec le ministre de l'Intérieur, quelque chose a changé, et c'est quelque chose à garder à l'esprit. Il y a des points de basculement sociaux et il y a toujours la possibilité de changement, même quand on ne s'y attend plus. Sur ce point de basculement, une chose que j'ai compris très rapidement, alors que j'étais militant, c'est que le courage, c'est contagieux. Tout simplement en voyant ou en témoignant d'une personne qui a du courage, motive les gens à se dire « mais qu'est-ce que moi je peux faire ?» Et pour vous donner un exemple, même avec Carola, le nombre de personnes que nous avons réussi à convaincre, même des gens qui habitaient à Sheffield, m'ont raconté l'histoire de ce que Carola a fait, et c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Donc tout cela a un impact considérable, et j'espère que nous aurons donc à l'avenir énormément de basculements. Merci beaucoup. C'est une manière de raconter cette histoire. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais c'est important de vous écouter tous les deux. Donc vous avez été arrêté en Italie, Carola, et vous avez dit dans une entrevue que vous respectiez la loi maritime nationale, mais par exemple l'Union européenne enfreint des lois, comme par exemple la loi qui empêche les pays d'exporter des armes dans des pays en guerre. Est-ce que vous aviez pris en compte le fait que vous pourriez, que ce que vous faisiez portait un risque juridique ou pas? Dans notre cas, la situation juridiquement est assez claire, car en effet, nous respectons la loi maritime internationale. C'est une loi qu'on peut expliquer en 20 secondes. Vous voyez quelqu'un en détresse, vous allez les sauver et vous amener dans un endroit sûr. Et avant que vous ne l'ayez, jusqu'à ce que vous les ayez amenés dans un endroit sûr, vous ne les avez pas encore sauvés. Donc, qu'est-ce qui est plus important, la loi internationale ou nationale? Eh bien, c'est la loi internationale. Et bien sûr, quand on entre en conflit avec ça, il faut parfois faire recours à un tribunal. Et le tribunal peut prendre un peu de temps pour arriver à un verdict. Donc, les conséquences juridiques seront... Eh bien, je pense, il est difficile de savoir ce qu'elles seront. Le juge qui a annulé mon arrestation a vu notre état de nécessité et était d'accord avec le fait que la loi maritime internationale prône ici sur la loi nationale. Cependant, dans le moment,
quand vous devez prendre une décision, et nous avons vraiment essayé d'éviter d'arriver au point où nous devrions entrer dans les eaux territoriales italiennes sans permission, nous avons vraiment tout essayé, mais à un moment, quand il faut prendre une décision, eh bien, je n'ai pas vraiment pensé aux conséquences potentielles à ce moment-là, car dans mon esprit, j'avais clairement pris ma décision bien auparavant et je m'étais basée sur ce qui était important. Qu'est-ce qui est important pour tout capitaine et pour tout être humain? Ce qui est important, c'est de sauver des vies et de faire en sorte que les personnes que vous protégez en ce moment seront sauvées. Et cela est beaucoup plus important que toute peine d'emprisonnement potentielle. Et c'est pour ça que, à mon avis, il faut connaître ses priorités dans la vie en général. Et ensuite, tout se simplifie dès que vous devez prendre une décision. Donc bien sûr, je dois dire que, certes, j'aurais aimé éviter une confrontation, mais après, quand on est sur le fait et qu'on doit prendre une décision, vous devez faire la bonne chose, tout simplement, et vous savez quelle est cette bonne chose. Elle ne peut pas être remise en question. Vous savez ce qu'il y a à faire et vous devez le faire. Majid, avec la montée de l'extrême droite et des personnes comme Salvini, comment voyez-vous la complicité du projet européen capitaliste? Voilà la question. Je ne sais pas si vous suivez tous la politique européenne en ce moment. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a créé un portfolio qui va s'occuper de la migration. Et le titre, c'est « Nous protéger du mode de vie européen ». Et honnêtement, cela mène à plusieurs questions. Donc, protéger notre mode de vie européen. Mais voici la question. Qu'est-ce qu'on exclut quand on dit notre mode de vie européen? Et honnêtement, on dirait une blague dangereuse. Pour moi, c'est très simple. Quand on dit protéger notre mode de vie européen, eh bien, pour beaucoup de personnes, le mode de vie européen ou la vie européenne, disons, on dirait une vie élitiste et que ces personnes veulent se protéger des personnes de couleur. Et très honnêtement, quand j'ai lu ce titre, j'ai eu l'impression que un groupe d'extrême droite avait écrit cette description pour ces commissaires. Donc, certes, c'est problématique. Rappelez-moi votre question, s'il vous plaît, avant que je ne parte sur un autre sujet. Comment voyez-vous la complicité du projet européen capitaliste? Eh bien, très honnêtement, ce n'est pas un secret que les grandes puissances, les personnes riches feront tout en leur pouvoir pour obtenir ce qu'ils veulent. Et pour vous donner un exemple clair, le président brésilien s'appelle Bolsonaro. Alors que la forêt amazonienne brûlait, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, mais la forêt amazonienne produit 20% de l'oxygène que nous respirons. Donc ce sont vraiment les poumons de notre planète, cette forêt. La forêt amazonienne brûlée, et au lieu de pleurer, de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ?» le président brésilien a tout de suite commencé à démoniser toutes les personnes qui ont tenté d'éteindre ces feux. Et il y a eu des théories de conspiration qui disaient « Ah, c'est les ONG qui ont lancé, qui ont allumé ces feux ». Et en fait, il faut vraiment creuser dans les poches profondes des grandes entreprises. Et donc, nous devons vraiment aborder cette question. Les grandes entreprises ont énormément d'argent, plus que nous, ont plus de lobbyistes, ont plus d'attention des médias. Je vois des lobbyistes tous les jours au Parlement. Et fondamentalement, nous avons plus de personnes à disposition qui ont plus de compassion et qui veulent mettre cette compassion en pratique. Et parfois, j'ai l'impression que c'est ce qui manque en politique. Pas beaucoup de personnes parlent de la compassion. Pour moi, la compassion,
quand on parle de montrer sa force, eh bien pour moi c'est vraiment une manifestation ultime de la force. Donc oui, certes, ils ont de l'argent et du pouvoir, mais nous avons les personnes et nous devons nous mobiliser parce que fondamentalement, je pense que c'est ça la réponse. Carola, est-ce que vous partagez cette opinion, j'imagine? Oui, bien sûr. Et je pense d'ailleurs que quand on parle tout d'abord de la migration et également quand je parle de l'environnement, on en revient toujours au système économique. Ce système économique qui détruit notre planète et qui est en train de massivement augmenter les inégalités de par le monde. Ensuite, il y a la crise climatique que nous le savons, elle va augmenter la pauvreté, elle détruit les vies des personnes, les gagne-pains des personnes autour du monde. Nous recevons beaucoup de questions de personnes qui nous demandent eh bien, oui, certes, la Libye est un pays en guerre, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là vont en Libye? Est-ce que ce ne sont pas des migrants économiques, tout simplement? Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire face. Et se dire, eh bien, est-ce que ce n'est peut-être pas de notre faute, nous les pays dits nordiques, industriels, est-ce que c'est pas notre faute que cette inégalité mondiale a été causée justement par notre comportement, par notre mode de consommation, par notre système économique, par notre histoire? Et donc nous avons une responsabilité massive. C'est nous qui avons causé cette inégalité mondiale et c'est de notre faute si elle continue et si elle s'accroît. Donc à moins que nous ne confrontions cette question, que nous attaquions cette question à son cœur, nous n'allons pas trouver de solution à ces autres problèmes. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que tout cela peut être lié à un capitalisme qui a échoué, beaucoup trop de bénéfices pour quelques personnes. Il y a des milliers de personnes qui fuient le Bangladesh parce qu'il y a des inondations. Regardez le Sahara, il y a des communautés, des villages et des villes autour du Sahara. Et les personnes doivent se déplacer. Ces personnes-là n'ont rien demandé, ce n'est pas de leur faute. Donc bien sûr, nous devons assumer nos responsabilités. Et une chose que je voulais rapidement mentionner, c'était que, en faisant référence à Sheffield, la ville d'où je viens, quand je parle aux gens du changement climatique, ça peut être parfois très difficile, car très souvent les personnes disent « Bien Majid, oui, je vois pas vrai, c'est pas que je ne vois pas de quoi tu parles, mais j'ai d'autres chats à te fouetter, j'ai déjà du mal à nourrir mes enfants. » Ces personnes-là font face à des questions socio-économiques, comme par exemple, elles essaient de se débarrasser de consommer moins de plastique, mais on ne peut pas avoir une justice climatique sans une justice sociale. Ces deux choses-là vont de pair. C'est vraiment une bonne chose à entendre dans une grande salle telle que celle-ci. Le travail que vous faites avec les médias, avec la presse, c'est vraiment un grand besoin aujourd'hui. Donc nous parlons beaucoup de l'Union européenne qui militarise ses frontières, mais parfois on ne sait pas ce que cela veut dire en pratique. Carola, que pouvez-vous nous dire à ce sujet concernant la Méditerranée? Eh bien, en Méditerranée, bien sûr, cela est clair et net. Voici ce qui s'est passé. L'Union européenne a complètement changé sa stratégie depuis les quelques années que je suis bénévole. Donc j'ai commencé à être capitaine en mai 2016 et il y avait une forte coopération entre les navires de sauvetage avec les gardes-côtes italiens qui, avec la marine italienne et également avec l'armée de l'Union européenne, allaient en mission de sauvetage. Donc il y avait une très bonne coopération et le centre de coordination et de sauvetage maritime s'occupait des différents cas et répartissait les personnes sauvées. Mais cela a changé.
Aujourd'hui, il n'y a plus de navires dans la zone de sauvetage, à part 1 ou 2 navires civils, car les gardes-côtes italiennes ont été rappelées par le ministère de l'Intérieur. La mission de l'Union européenne a été abandonnée. Bien sûr, ce n'était pas leur première intention. L'objectif, c'était d'arrêter le trafic des êtres humains. Mais en gros, il n'y a plus de navires. Et le pourcentage de personnes qui perdent la vie a massivement augmenté. Rien qu'aujourd'hui, j'ai lu que cette année, 1000 personnes ont perdu la vie. Et nous le savons. Donc, ce sont des chiffres officiels. Donc, officieusement, il y a sûrement beaucoup plus de personnes qui ont perdu la vie. Et donc, l'UE forme les gardes-côtes libyennes qui font partie de milices qui ont été créées pendant la guerre civile. Et ce sont eux qui vont en mission de sauvetage. Et en général, ils repoussent les personnes, ils les empêchent d'entrer dans les eaux internationales pour les renvoyer en Libye. Ils finissent dans des centres de détention et les conditions sont absolument terribles dans ces centres. Beaucoup de survivants venant de ces centres l'ont répété à maintes reprises. Et nous savons que les ONG, le UNHCR et tout le monde au sein de l'Union européenne le sait. Et l'Union européenne, il faut le dire, est complice et facilite la formation des gardes-côtes et leur donne également des informations. Elle les aide à repousser ces personnes vers un pays qui est en guerre civile et c'est une violation de la Convention de Genève sur les droits des réfugiés. Et en tant que citoyenne européenne, j'ai vraiment honte. Et pour moi, il est clair que, typiquement, on a peut-être encore cet idéal d'une Union européenne qui aborde la question des droits de l'homme et ainsi de suite. Mais quand on voit ce qui se passe en réalité en Méditerranée, à nos frontières européennes, on perd vraiment espoir en nos institutions européennes. Et c'est la société civile qui doit s'assurer de ce que l'UE fait. Mais elle fait toutes sortes de choses. Ils sont impliqués dans des refoulements assez régulièrement et mis à part avoir il y avait donc des avions qui partaient en mission de surveillance, mais les États ne veulent pas nous donner les permissions, donc ils envoient des avions et ensuite créent des nouvelles lois pour nous empêcher d'envoyer ces avions. Ils créent toutes sortes de règles pour nous empêcher d'envoyer ces navires en mer pour sauver ces personnes. Nous perdons la possibilité de voir ce qui se passe, combien de personnes sont en mer et ce qui leur arrive. Et je trouve personnellement que c'est outrageant. Majid, vous êtes maintenant un eurodéputé. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Carola? Comment vous réagissez? Je ne dis pas que tu es responsable de ça, bien sûr. Oui, je veux pas avoir l'air d'un Brexiteur. Je critique souvent l'UE et des gens me disent « Ah, mais tu soutiens les Brexiteurs ». Non, il faut comprendre que rien n'est parfait. Je critique aussi le gouvernement britannique qui est totalement déplorable, bien sûr. Mais j'adore l'UE, je vais être qu'elle soit la meilleure version possible. Je vais faire une campagne pour faire ce que je peux pour m'assurer qu'on progresse. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, ce serait formidable si tous les gens qui sont ici, si vous travaillez dans la presse, les institutions européennes, il faut qu'on pousse nos eurodéputés pour qu'ils soient plus courageux.
en disant faites les choses bien, donnez-leur le courage de faire ça. Il faut qu'on défie la Commission dans tous ces aspects, en disant il faut avoir plus de compassion, c'est inacceptable, etc. En leur mettant la pression. Et on ne peut pas négliger notre propre pays, parce qu'il y a aussi beaucoup de blocages qui sont mis. On doit s'assurer que, quel que soit notre État membre où on habite, on doit s'assurer qu'on élit des gouvernements pro-humains qui vont mettre les gens avant tout. Et en fait, il faut se demander quel est le problème. On ne parle pas de gens qui viennent ici en vacances et qui refusent de partir. Quand les gens... Quelle mère ou quelle personne enverrait son enfant ou soi-même dans un bateau en sachant qu'il va peut-être pas survivre? Ils ont laissé leurs amis, leur maison, pour quelque raison que ce soit. Il y a différentes raisons, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de s'embarquer dans ce voyage. Et on se demande, est-ce que c'est une nuisance ou est-ce qu'ils vont faire ceci, cela? Il y a tellement de mensonges qu'on entend de Salvini, de différentes personnes qui disent beaucoup de mensonges. Et on en parlait tout à l'heure, une chose qui est très importante, c'est de partager des histoires de ces personnes, ces migrants, ces réfugiés, que ce soit des histoires de relations ou des choses pour montrer aux gens, ça aurait pu être mon ami, ça aurait pu être mon cousin, ça aurait pu être n'importe qui. Donc on doit s'assurer qu'on humanise ces personnes, parce que trop souvent dans la presse on voit 340 personnes, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des vrais êtres humains et on doit commencer à s'attaquer à ça. Dans tout cela, dans ce grand chaos, quel est le rôle de l'action directe et de la désobéissance civile? Est-ce qu'il y a un rôle? Je suis un supporter de l'action directe non violente, parce que on réfléchit à toujours faire ce qu'on peut. Si vous êtes un écrivain, je vous encourage à écrire. Si vous êtes un maçon, construisez quelque chose qui va soutenir la cause pour laquelle que vous soutenez. Par exemple, j'aime bien la photographie et j'ai décidé de faire une campagne mensuelle où j'allais prendre une photo de moi en train de squatter dans une mairie avec un t-shirt en disant je veux bannir Trump de Sheffield parce que pour avoir l'attention. Et je fais tout ce que je peux et ça fonctionne. Et donc il faut demander à chaque personne, à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi je suis bon, comment je peux contribuer. Et il y a la place pour tout le monde peut contribuer. Et cette action directe non violente, ça va avoir un impact. Pour vous donner un exemple, la rébellion d'extinction, ils ont bloqué Londres pendant une semaine et c'était dans les médias et la presse tous les jours. Et on ne pouvait pas y échapper. Il y a des gens qui disaient, mais ça m'empêche d'aller au travail, etc. Mais quand on parle de l'ensemble du changement climatique, c'est vraiment l'action ou l'extinction. Donc, on doit se demander quelle est la cause principale de ce qu'on fait. Donc, je soutiens à 100% l'action directe non violente et tout ce qui peut faire avancer la cause. Carola, est-ce que vous pensez que vous avez fait une action directe ou une action humanitaire ? Je suis totalement d'accord. Toutes les choses doivent être mises en place ensemble. C'est jamais un seul élément qui change quelque chose. C'est une combinaison de différentes manières d'agir qui ont fonctionné. Et ça dépend vraiment des compétences de chacune, des capacités, du risque qu'ils peuvent prendre à titre personnel. Et je pense qu'on a toujours besoin pas seulement de quelques personnes qui prennent des actions, mais il faut que beaucoup de personnes agissent. Il faut que les choses ne soient pas dans les mains de personnes de droite ou de gauche. Il faut que ce soit pris par le centre de la société. Et ce sont ces gens-là qui doivent se lever et dire ce qu'ils pensent silencieusement la plupart du temps. Et on voit ça beaucoup en Allemagne. Dans les médias, c'est souvent la droite et parfois la gauche. Mais si vous regardez les votes, les élections, beaucoup de personnes qui sont en faveur d'accueillir les réfugiés parce qu'ils comprennent les raisons. Donc on doit
engager le centre, le cœur de la société pour qu'ils agissent beaucoup plus que ce qu'ils le font actuellement. De quelque manière que ce soit. Ça peut être par exemple, quand on était en mer, on avait un gros problème où tout le monde disait, les autorités disaient ils n'étaient pas responsables et tout le monde se passait la patate chaude. La Commission européenne disait les États sont responsables, les États disaient non c'est l'État pavillon et après non c'est les Italiens, non c'est les Allemands. Et ce serait formidable si les sociétés civiles pouvaient aider dans ces situations à mettre la pression à tous ces endroits, par exemple à Lampedusa, sur l'île. Il y a une communauté très active de soutien aux réfugiés et ils ont dormi dehors devant l'église pendant 17 jours. Et si ça s'était produit à Bruxelles devant le bâtiment, la maison de M. Zederhoff ou quelqu'un d'autre, on aurait pu avoir de l'attention des médias. Et donc, c'est jamais une seule action, c'est quand tout le monde se lève et agit, c'est là qu'on peut avoir un changement. Et ça fait partie de la rébellion contre l'extinction. C'est quelque chose que j'adore. C'est des masses de personnes qui doivent se lever et agir. Et pour ça, on a besoin que quelqu'un lance l'action, que quelqu'un inspire d'autres pour qu'ils se joignent à lui ou à elle. Et c'est ce dont on a besoin. Quelqu'un doit allumer l'étincelle et avec quelques personnes, on peut vraiment changer les choses. Avec un petit nombre de personnes, mais il faut commencer à faire quelque chose. Oui, sur ce point, il y a quelque chose, on peut dire, une injustice n'importe où est une menace à la justice partout. Et on se fiche de ce que chacun va faire. Personne ne vous demande d'aller sur un bateau ou un navire pour sauver des gens, ou personne ne vous demande d'aller au Parlement européen, mais chacun individuellement, on peut faire quelque chose. C'est vraiment le message le plus important qu'on essaie de faire passer. Oui, je vais m'en rappeler l'ouverture à l'action directe au Parlement européen. On va en parler ultérieurement. Apparemment, je ne suis pas la seule à me poser ce type de questions. Et donc maintenant que j'ai posé pas mal de questions, je suggère qu'on passe la parole au public. Voilà, il y a des micros qui vont passer. Et on vous rappelle que vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Et si c'est en français, elle sera traduite par quelqu'un dans la salle. Bonsoir tout le monde. Je suis une juriste espagnole et je travaille sur le droit international. J'ai travaillé pendant 3 ans sur l'assistance humanitaire et je voudrais dire qu'on a des instruments à l'heure actuelle qui fonctionnent depuis 3 ans. Et il y a beaucoup de choses qui se font, même au Parlement européen. On a fait une pétition avec Prime Aid, les pompiers espagnols, qui ont été jugés à Lesbos en Grèce pour la même raison. Et on a atteint un point où on a une pétition au Parlement européen qui avait un aspect multiculturel et un soutien de tous les partis de gauche, de droite, conservateurs, nationalistes, etc. Ce qu'on a besoin de faire, c'est que tout le travail qu'on a fait ces 3 dernières années, qu'on utilise de nouveaux parlements et qu'on continue ce qui a été fait. Donc je vous encourage à soutenir ceux qui ont travaillé sur ce thème depuis quelques années, parce que commencer à zéro ou faire travailler tout seul, c'est pas efficace. Il faut travailler avec d'autres organisations, les ONG, la société civile qui travaillent sur ce thème depuis plusieurs années, même des eurodéputés très forts qui continuent leur mandat à Bruxelles, au Parlement européen, et de travailler main dans la main pour ne pas repartir de zéro, mais utiliser tous ces instruments, même les instruments juridiques ou les instruments politiques que nous avons. Donc merci, je vous suis, je suis votre affaire, avec d'autres juristes qui défendent
ceux qui sont criminalisés pour avoir aidé des migrants, malheureusement, ça ne se produit pas seulement en mer, c'est aussi en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en France, en Suisse, dans différents pays. On a ces affaires, ces procès, et je suis heureuse d'entendre que vous travaillez dessus et qu'on essaie de fusionner toute cette connaissance juridique et qu'on puisse discuter de stratégie au tribunal en Belgique. Donc je vous encourage à être fort au Parlement. Donc tout d'abord, merci beaucoup. Et vous avez 100% raison, il y a tellement d'organisations formidables, d'ONG, d'associations, de députés qui font des choses formidables. Et quand j'ai rencontré les organisateurs de cet événement, c'était un événement au Parlement européen avec des ONG, des associations qui soutiennent les migrants, les réfugiés. Et si je peux vous aider, n'hésitez pas. Mais il y a beaucoup de soutien lors du dernier mandat et il faut continuer dans cette direction. Si on peut avoir des questions, des interventions plus courtes, c'est très intéressant, merci. Mais c'est pour que plus de personnes puissent parler. Merci d'être ici. Et désolé pour mon anglais qui n'est pas si bon que ça. Je vais quand même essayer en anglais. J'ai une question basique pour Carola Rackete. Comment ça fonctionne en mer, une opération en mer? Comment ça fonctionne en fait? Et j'ai une deuxième question. J'ai entendu que le capitaine du navire devait choisir entre des gens qui sont sur des petits radeaux quand il n'y a pas assez de place sur le navire de sauvetage. S'il y a déjà la place pour 10 personnes, on peut prendre que 10 personnes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, c'était ma question. Alors, comment une opération de sauvetage fonctionne? C'est très complexe. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de documentaires, de films qui peuvent le montrer. Mais on est en dehors des eaux territoriales libyennes, on utilise le navire pour aller de droite à gauche le long de la côte, et soit on repère des personnes avec nos propres yeux et nos jumelles, parfois on a des informations de la part d'aéronefs, et très occasionnellement, des gens ont des téléphones satellitaires, ils appellent les gardes-côtes, mais ça ne s'est pas produit souvent parce que les gardes-côtes italiens ne fonctionnent plus, ne travaillent plus. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je dirais ces 2 dernières années, je ne me rappelle pas d'une journée où un navire n'a pas pu prendre toutes les personnes qui étaient en détresse. Bien sûr, il y a des radeaux qui se perdent, personne ne les retrouve, ou parfois on voit des bateaux, des avions, et ils sont déjà en train de couler, ou il n'y a pas de bateau autour d'eux pour les assister, pour les aider, et ça c'est quelque chose qui s'est produit. Mais par exemple, il y a 2 ans, il y a eu plus de 40 bateaux de réfugiés, et ça voulait dire que la capacité de sauvetage civil était vraiment à la limite. Tous les navires étaient surchargés de personnes et on accrochait des bateaux de réfugiés, des radeaux aux plus grands navires de sauvetage. Mais ça, c'était vraiment il y a 2 ans. Il n'y a plus autant de radeaux de réfugiés ou de bateaux de réfugiés. Et à l'heure actuelle, on est très rarement dans une situation où il y a beaucoup de bateaux de réfugiés. Maintenant, on trouve 1 ou 2 bateaux. Donc, on n'est plus dans une situation où on ne peut pas embarquer tous les réfugiés dans le navire de sauvetage. Ces 2 dernières années, en tout cas, ça ne s'est pas produit. Oui, une question pour Carola, très rapidement. D'un point de vue social et judiciaire. Est-ce que vous pensez que votre affaire peut inspirer un mouvement de désobéissance civile au sein des ONG pour sauver des réfugiés en mer?
et pour que les gens désobéissent plus fréquemment. Et deuxième point, est-ce que votre affaire peut être amenée devant la Cour européenne de justice sur comment interpréter l'application de la directive des facilitateurs? Est-ce que vous voulez contester la loi en Italie et peut-être au niveau européen? Et troisièmement, est-ce que vous avez la possibilité de poser une question à la commissaire européenne sur la migration pour porter cette question devant plus d'eurodéputés pour avoir un compromis entre la dérogation sur la directive sur les facilitateurs qui criminalise les ONG? Voilà, première question, est-ce qu'on peut encourager la désobéissance civile? Je pense que c'est un peu difficile parce qu'il y a un manque de navires. Ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est que quand à chaque fois un navire de sauvetage civil amène des personnes dans le sud, le navire est arrêté, bloqué pendant un certain temps pour différentes raisons juridiques, parfois des semaines, parfois des mois. Les raisons ne sont pas toujours claires. Mais l'effet de cela, c'est que très peu de navires sont à l'extérieur parce que vous sauvez des gens et puis après votre navire est bloqué. Donc les navires sont difficiles à faire fonctionner, ils coûtent très cher. Donc je pense qu'on n'a pas assez pour créer un mouvement de désobéissance civile au niveau des navires. Mais si vous avez des amis très riches, peut-être que vous pouvez nous aider, effectivement. Ensuite, deuxième question. La Cour européenne de justice. Je ne suis pas au courant qu'on fasse ça à l'heure actuelle. Je suis juste, je fais l'objet d'une enquête. C'est pas encore confirmé qu'il y aura un procès. S'il y a un procès, alors on va peut-être porter l'affaire devant la Cour européenne de justice. Mais ce sera décidé par les juristes. Pour l'instant, c'est pas au programme. Et la troisième question, c'est plus pour les eurodéputés. Voilà, c'est une question pour toi. Voilà, je pose la question à la commissaire. Oui, je pense qu'il faut poser la question à la commissaire et la mettre le plus de pression. Et je suis totalement d'accord avec vous. Dis merci beaucoup à Carola pour son rôle, saluer sa bravoure et son courage pour l'acte qu'elle a posé. Et secondement, c'est poser la question ma question se pose à Majid qui est eurodéputé. Vous qui êtes au haut niveau où les choses se décident, est-ce que vous avez déjà commencé à lancer un bras de fer par rapport au fait que nous, les étrangers qui venons ici, actuellement on nous appelle réfugiés économiques, peut-être qu'on trouvera bientôt dans un futur, et je vous assure que ce n'est pas très loin, dans un futur très proche, peut-être vous allez trouver déjà l'appellation réfugiés écologiques aussi ou bien réfugiés climatiques, parce que nos enfants et nos petits-enfants aussi vont se mettre en route parce qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre le chemin de l'exode. Et que faites-vous en tant qu'eurodéputé pour essayer de créer un rapport de force avec vos homologues de droite? C'est bon pour la... Ah, ok. So thank you, Carola, for... Voilà, il traduit, il y a la traduction en anglais. Like, are you starting, maybe also with other people in the, as an MEP, like a iron fist, it's like a fight, a struggle because now there's like economic refugees. It's not even really something, but there will be also climate refugees or ecological refugees, and is that work that is started for that to be recognized, because our kids are going to they're facing that, and there's no other choice than leaving. Bonsoir. Voilà. Je vais
Yes, there definitely is a lot. Il y a beaucoup de travail en cours pour le soutien des migrants et des réfugiés. C'est pas seulement le groupe vert qui travaille là-dessus. Il y a des gens formidables, le groupe SMD, les démocrates sociaux, dans différents groupes. En fait, collectivement, il y a beaucoup de personnes qui font leur possible. Et il y a beaucoup de nouvelles discussions par rapport aux réfugiés climatiques qui arrivent de plus en plus. Et l'Union européenne et les institutions européennes ne reconnaissent pas vraiment cela. Mais il y a toujours une menace importante qu'il faut prendre au sérieux et avoir un soutien législatif. Il y a beaucoup de discussions sur ce point. Et dans l'ensemble, on essaie de faire le plus possible, mais c'est jamais assez. Il y a toujours beaucoup plus de choses à faire. C'est pour ça que je remercie les ONG qui sont les experts dans ce domaine, qui sont sur le terrain et qui nous aident. Et il faut vraiment une grande coopération entre les équipes, les individus, pour qu'on puisse faire le plus possible. Merci. Je suis Georgia, je suis italienne et je voudrais personnellement vous remercier pour ce que vous avez fait, pour l'exemple que vous avez donné. Et je pense qu'en Italie, en Europe et dans le monde entier, la responsabilité personnelle manque et fait défaut. Et les gens n'utilisent plus de filtres sur les nouvelles et sur les choses qu'ils lisent sur Internet. Et je pense que vous avez montré un exemple très fort et je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens, mais vraiment, merci beaucoup. Bonjour, je suis Lola. Comme la plupart des gens dans cette salle, j'ai l'impression de résister contre le système et je me demande si on ne devrait pas apprendre des résistants précédents et passer à d'autres techniques comme le sabotage, le blocage, parce qu'on parle beaucoup de la militarisation de l'UE. On sait qu'ils utilisent des caméras thermiques pour attraper des gens. Est-ce qu'on ne devrait pas attaquer ces usines qui fabriquent ce type de matériel? Vous savez quoi? Les mêmes personnes qui résistent nous font du mal depuis des années. Et moi, je dois dire que tant que ce n'est pas violent, je n'ai aucun problème et je vous soutiens à 100%. Oui, je pense qu'il est bien de discuter des différentes techniques et de ce qui peut être fait. Mais je pense que nous devons être conscients du fait que les États ont toujours beaucoup plus de pouvoir et de violence que nous n'aurons jamais. Et je pense que, en ce qui concerne notre victoire, eh bien, je pense qu'il est plus facile de créer un dilemme moral en utilisant les médias et de rendre clair, de montrer qui a raison et qui a tort. Donc, peu importe ce que nous faisons, nous devrions être très clairs sur ce point. Mais je pense que une action diversifiée et créative est définitivement un élément essentiel. Et sur ce point également, une chose que l'on ne peut pas négliger, c'est l'aspect culturel. Car en effet, nous devons gagner à échelle politique avec des actions non violentes, mais nous devons également gagner les cœurs et les esprits des personnes ordinaires qui n'ont pas l'impression d'être impliquées, qui se sentent très loin de toutes ces questions. C'est ces personnes-là que nous devons mobiliser afin de gagner cette victoire. Comme par exemple au Royaume-Uni, le gouvernement on investit beaucoup pour éveiller les consciences. Et donc il faut prendre la chose sous différents angles. Merci. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Que pensez-vous du sommet qui a eu lieu en septembre? Est-ce que vous pensez que celui-ci va changer les choses? Est-ce qu'il sera utile?
Ou est-ce que c'était encore un autre sommet parmi tant d'autres qui ont eu lieu? Ben, jusqu'à présent, je ne suis pas au courant de la version finale de ce qui a été décidé. D'après ce que j'ai compris, les choses ne sont pas encore finalisées. Je suis assez inquiète car malgré certains signes positifs, comme par exemple l'accord pour accueillir des personnes sur un navire de manière bénévole, certes il y a certaines évolutions positives, mais cependant je pense qu'il y a des petites lignes que les personnes ne voient pas et survolent, et cela peut être négatif pour le sauvetage en mer et pour les mouvements de solidarité. Donc par exemple, j'ai lu un projet qui disait que les navires devraient respecter les ordres des gardes-côtes. Et en gros, cela veut dire que, eh bien, par exemple, moi, mon bateau aurait dépendu d'un garde-côte libyen qui m'aurait dit d'aller en Libye. Mais cependant, le texte me dit que je dois respecter ce texte. Donc si ce texte, ce projet devenait une loi, l'UE serait en train de me dire de ramener des personnes en Libye. Donc, bien sûr, un tel texte ne peut jamais être validé. Donc, ils sont peut-être en train de créer des législations qui ne respectent pas avec la loi internationale déjà existante. Donc, je suis assez sceptique concernant les résultats des discussions qui ont eu lieu à Malte jusqu'à présent. Encore une question venant d'en haut. I am Abir. I'm Palestinian. Bonsoir, je viens de Gaza. Je suis migrante. Je demande l'asile ici en Belgique. Et je souhaite vous remercier tous les deux, car vous avez parlé de nos questions, nos problèmes en tant que migrants ici en Europe. Et en fait, je voulais vous dire qu'en tant que migrant, et je souhaite parler de ma situation ici en Belgique, pour vous dire que ce n'est vraiment pas facile d'être un migrant et d'être un étudiant international en même temps. Je termine ma formation, je termine mon master à l'ULB en relations internationales. Et vous savez, c'est quelque chose de très très dur que de suivre toutes ces étapes, par exemple ce que vous avez fait pour défendre les personnes et les migrants ici en Europe. Voici ma question. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils peut-être personnels au nom de la communauté des migrants ici en Belgique et de tous les pays en Europe? Merci beaucoup. Honestly, Très honnêtement, vous parlez déjà en leur nom, vous les défendez déjà et bravo pour le fantastique travail que vous faites. Quand je suis arrivée à Bruxelles pour la première fois, je disais aux personnes « Ah bon, où est-ce que je devrais habiter? Où est-ce que je devrais emménager ?» Et j'ai dit que je voulais aller à Anderlecht. Et tout le monde m'a dit « Ouh non, c'est dangereux là-bas. C'est pas sûr, ne va pas là-bas. » Et j'étais un peu étonnée. Donc je suis allée à Anderlecht et je me suis rendu compte qu'en fait c'est plein de migrants, de super nourriture, les gens sont très accueillants, c'est une super communauté. Donc je ne sais pas de quoi les gens ont peur et ça m'a montré qu'à l'intérieur de Bruxelles, il y a cette bulle européenne. Mais parfois, je me sens vraiment connectée aux citoyens ordinaires de Bruxelles. Il suffit d'aller tout simplement dans des endroits, à Schaerbeek par exemple. Parfois, j'y vais et je dis « Ah, je travaille au Parlement européen ». Et les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais au Parlement européen ?» Et vraiment, on a toutes les institutions européennes, les parlementaires. Et il faut vraiment faire sentir aux personnes qu'elles font partie de l'Union européenne. Mais certaines personnes se sentent déconnectées à Bruxelles. Mais si c'est comme ça à Bruxelles, eh bien, comment est-ce que les personnes à Marseille ou au fin fond du Royaume-Uni communiquent avec ce qui se passe à Bruxelles?
mais je suis sûre que vous allez inspirer énormément de jeunes personnes. Donc je voulais vous dire, continuez votre travail. Je sais que parfois ça peut être très fatigant, que parfois ça peut être difficile, mais il ne faut rien lâcher car vous allez y arriver et je suis très reconnaissant pour le travail que vous faites. Donc merci beaucoup. Et je n'exagère pas quand je dis cela. Si moi, personnellement, je peux vous soutenir ou si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir et j'aimerais faire tout ce que je peux pour vous aider. Merci. Tout d'abord, merci parce que vous êtes deux gamins super cool qui faites des bonnes choses. Et vous nous montrez à quel point la responsabilité individuelle est importante. Je voudrais vous demander, que pensez-vous de la démocratie participative? Personnellement, je coordonne 2 initiatives citoyennes européennes. C'est un instrument assez faible au sein de l'Union européenne, mais comme Carola le disait, il faut agir ensemble. Et dans notre cas, nous travaillons sur l'état de droit concernant la démocratie et l'état de droit dans l'Union européenne et d'autres projets sur le prix des carbones, augmenter les taxes sur les émissions carbone pour la transition écologique. Donc, voici ma question. Que pensez-vous des initiatives menées par les citoyens qui peuvent soutenir les changements dans les institutions et en même temps rapprocher les citoyens entre eux avec des outils et des initiatives telles que la désobéissance civile et d'autres initiatives. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre opinion sur ce type d'action. Merci. Je m'appelle Vijay. Personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative car un des problèmes que je remarque, c'est sur les États dits démocratiques, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de possibilités pour les citoyens de vraiment participer de manière pratique à façonner la législation et à prendre part à la discussion. En général, on vote. On vote tous les 4 ans. Et si vous regardez les pays comme la Suisse, en Suisse, vous pouvez donner votre avis sur certaines politiques, mais en général, c'est des questions à réponse oui ou non, car on sait que la politique, c'est compliqué. Et en général, on nous demande de dire soit oui, soit non. Donc, une démocratie participative et délibérée sur des complexes problèmes avec un groupe de personnes, avec l'aide d'experts qui vous présentent différentes informations pour vous aider à discuter d'un sujet sur le long terme est une très bonne idée pour l'engagement des citoyens. Personnellement, j'y ai pensé beaucoup. J'ai pensé à, comme par exemple, le patrimoine mondial. J'ai travaillé peut-être à échelle locale. On pourrait commencer dans un conseil ou à échelle nationale, mais nous devons également penser à l'avenir. Avec la mondialisation, on parle d'atmosphère mondiale. Quand on parle des hautes mers, qui c'est qui va gérer ce patrimoine mondial? Qui c'est qui va mobiliser et éveiller les consciences des citoyens pour en faire des intendants qui abordent la question du changement climatique? C'est très important. Je suis vraiment désolée, je vois beaucoup de mains levées et il nous reste 10 minutes. Bonsoir. C'est une condition de base humaine que de sauver des vies. Je suis vraiment heureuse de vous voir ici aujourd'hui. Mais ne pensez-vous pas que la chose la plus importante est de ne pas justement séparer ces luttes et de toujours penser au fait que ces personnes-là que vous avez sauvées et ainsi de suite n'ont pas de documents, ne sont pas documentées, que ces personnes-là deviennent exploitées, etc. Nous devons lutter et nous battre ensemble et résister ensemble et pas de manière séparée, afin de nous réunir et défendre les droits des sans-papiers ici en Belgique, partout dans le monde. Et c'est très important ce que je dis.
parce que je pense qu'il y a énormément de personnes ici qui oublient que, bien sûr, nous devons rappeler aux personnes que des personnes meurent tous les jours, mais il y a des milliers de personnes dans nos pays qui sont vues comme des criminels, qui n'ont pas de vie, en fait, sur notre propre territoire. Merci beaucoup pour votre question. Oui, en effet, je suis d'accord. Au Royaume-Uni, malheureusement, nous avons beaucoup de centres de détention où les sans-papiers sont envoyés et ils ne savent pas combien de temps ils vont y rester. On ne leur dit pas où ils vont, quand est-ce qu'ils partiront. Et il y a des histoires horrifiantes où les gens y sont depuis tellement longtemps qu'ils ne savent pas s'ils vont être renvoyés, d'où ils viennent. Et en général, les gens veulent se suicider ou essayent de se suicider. Et c'est vraiment très dangereux. Nous devons faire en sorte de créer des voies sûres pour les réfugiés et ne pas négliger toutes les personnes qui ont vraiment lutté, qui se sont battues pour parcourir un tel chemin dans des conditions absolument inhumaines. Au Royaume-Uni, nous soutenons vraiment cette loi qui s'appelle l'amendement Alf-Dobbs. Nous voulions aider 3000 enfants non accompagnés réfugiés qui n'avaient pas de parents, qui n'avaient aucun soutien, et ils pourraient être ensuite saisis par des trafiquants d'êtres humains. Et le gouvernement a dit oh non, on ne peut pas se permettre, on n'a pas les moyens de prendre sous notre aile 3000 jeunes enfants. Mais après, d'un autre côté, ils ont des milliers de livres pour acheter des bombes et ainsi de suite. Et vous avez raison, nous devons faire en sorte que nous nous occupions des personnes ordinaires qui veulent une vie dans la dignité et qui veulent contribuer à la société tout en vivant dans la dignité. Merci beaucoup pour cette question. Je suis entièrement d'accord. Il faut lier les différentes questions entre elles. Et je suis consciente du fait que, par exemple, le sauvetage en mer attire énormément d'attention, alors que d'autres questions liées aux migrants et aux réfugiés, que ce soit aux frontières, dans d'autres pays ou plus tard, quand les personnes sont déjà arrivées, quand elles ont déposé leur demande d'asile, ou quand on a refusé leur demande d'asile, ou quand ces personnes commencent à vivre sans papier, ou si on les ramène chez elles ou qu'on les menace de les rapatrier, ces questions reçoivent beaucoup moins d'attention que ce que nous faisons. Et je pense qu'il est crucial que nous visions à connecter ces questions entre elles. Et c'est peut-être une critique envers le sauvetage en mer lui-même, mais nous devrions faire plus, accroître nos efforts pour mettre en lumière justement ces autres problèmes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons une question en espagnol que je vais essayer de traduire. Saludo a quienes estoy escuchando. Hola, ahora sí. Bueno, yo soy de Perú, pero ahora yo vivo en... Voilà, je viens du Pérou, j'habite au Pays Basque. Et je dis ceci parce qu'on parle beaucoup de ce thème avec tous les mouvements, des gens qui veulent sauver, des gens qui se déplacent d'un endroit à un autre. Et donc il faut peut-être s'attaquer aux circonstances et aux causes. Et j'ai entendu la discussion ici, et quand on parle de tout ça, c'est une grande masse qui n'a pas de visage. Et les gens qui aident ou qui sauvent ont un visage et ont beaucoup d'attention. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et il me semble important de remettre en question ces aspects, parce que souvent on pense que les solutions sont dans cette partie du monde, et ce sont des corps qui sont blancs ou de certaines formes, et dans d'autres parties, on ne regarde pas au niveau mondial, mais on regarde, on ne donne pas l'attention qu'il faut à toutes ces luttes qui existent dans les autres parties du monde. Et donc je voudrais rappeler à votre attention le travail des mouvements
Et également cet aspect d'équité qui ne mettent pas une forme de lutte au-dessus d'une autre. Et malheureusement, dans ton cas, je l'ai vu de cette manière-là. Et il y avait trop d'attention médiatique et visuelle par rapport à ta personne et la masse des réfugiés qui étaient sans visage. So I'm going to try and translate, but I might Voilà, traduction en anglais de ce qui a été traduit en français. in the Basque Country. Tonight we've been talking a lot about refugees and helping people, but sometimes the narrative that the media about refugees as this mass without a face, and yet the people who are involved in rescuing the migrants get a lot of media attention, and I'd like to question that because sometimes there's this narrative that the solutions to the problem are in white bodies or other governments, and they don't look elsewhere in the globe. There's not enough attention on people outside of Europe. So I'm saying we do need cooperation, but there's not enough emphasis on fights happening outside the and she sees it even with this whole thing about the media talking about the heroine which you are, but there's so much attention and media on personalities of people rescuing and less attention on the migrants who are coming here. So I think we shouldn't put struggles that happen here above those that are happening outside. Au-dessus des luttes qui se produisent ailleurs. I find this personally a very challenging situation because I'm totally aware je suis totalement consciente the de case for me personally, of que ça a course, été le cas pour moi and I think Et there's je things pense we can, like, I personally can que push the media to do. personnellement, il y a une chose And que we je have peux sometimes inciter les médias à tried faire. Et for example, bring parfois, on a other people into the essayé media, or now de when I was faire at the French Assembly, I entrer actually d'autres brought personnes dans les médias quand j'étais à l'Assemblée française. someone from Cameroon with me to share the speaking time and things like that, but it's really difficult. I find it personally very difficult to get the media to focus on other people. I come personally to that opinion that the best way for me to do that is not to appear in public, because that's the only way. Because as soon as I'm there, the focus is on me, and there's no way basically of saying, well, I'm here, but there's this person you can speak to. The best way, I think, or what I realized from this 3 months, is that the best way not to be speaking for other people is not to speak at all. Because if you're there at the same time, you still take the attention away from someone else who really should be speaking. And that's just my personal learning from these last 3 months. I totally agree with you. I was literally just... I was basically just going to add, I understand your struggle at times, and I think charities, organisations, a lot of the kind of groups and the individuals or whatever people that do get a lot of attention, naturally it's just sadly the media world that we kind of live in. But I feel like there's also an added responsibility that they have to be sharing platforms or using the resources that they have to try and make sure that they are actually giving their platforms and support to the people who need it the most, basically. Thank you, though. Bonjour, je vais parler en français. On a beaucoup parlé ce soir de moyens pour maintenir, accentuer un rapport de force. On a parlé de la désobéissance civile,
On a parlé d'action humanitaire, on a parlé d'action juridique, on a parlé de travail dans un parlement. Moi, ma question, c'est que je crois que ce rapport de force, il peut s'articuler uniquement aussi si il y a un rapport de force en fait sur la question des idées, sur la question du discours. Et j'ai envie de vous poser la question, quel discours, en fait, quelle idée il faut mettre en avant autour de ces questions en Europe actuellement, face notamment à un discours basé sur la peur et sur l'exclusion qui malheureusement est beaucoup écouté pour le moment. Merci. So, we talked a lot tonight about different ways of creating a counter movement, a counter force to everything bad that we see happening. And there's so that the different, there was mentioned civil disobedience, but also like citizens initiative, also lawyers, and so on. But the question is, like, in terms of narrative and in terms of discourse, what can we do today? Because there's a very big narrative that is a narrative of fear, and there's all the tactics and strategies, but what about the discourse and how can we counter that? I thank you very much for your question, Mr. Bakula. And we always tend to see it like, we always see it before election time happens. There's a lot of campaigns of fear because at times a lot of people react to fear. It's easy like, say, oh, well, listen, all of this bad thing's going to happen. You need to do this. You need to vote like this or whatever. And it's just easy. It literally plays on people's emotions. And we also need to make sure that we are engaging with people on an emotional level, because I find that at times people don't necessarily remember what you say or do, but they remember how you make them feel. So it's really important that we also are kind of trying to engage people on an emotional level. But to kind of like counteract that kind of campaign or that message of fear, like the opposite of fear is hope. And it's upon us to also make sure that we are actually putting out the positives. In the UK, we always try to basically, there's always a lot of anti-migration rhetoric happening. It's also trying to celebrate and literally champion all the amazing things, basic migration or whatever the cause of the struggle is, making sure that we are actually championing it. Because fundamentally, it does seem like a lot of time there is this massive battle between hope and fear. And for me, like, and in general, it's proof hope will always win. But it's not that kind of, I'm not talking about that naive kind of hope where it's like, oh, I hope things will work out, I hope things will be okay. But it's that hope with action, because we need to make sure we are actually doing everything that we can within our arsenal and our toolbox to bring about that change. And it's only going to happen if we actually do something. Okay, so I know there are a lot of questions, but yeah, it's frustrating and I'm really sorry about that, but we have to wrap up now. So thank you very much, Carola and Majid, for the high level of discussions we just had and the very special opportunity to have you both with us tonight. You are definitely two cool kids. We'll remember it. I'd like to invite you, all of you, to join the meeting tomorrow in front of the European Parliament at 1 p.m. and so that many of us can call on the European Union to stop criminalizing solidarity. That's an important rendezvous for tomorrow. They are called Carola, Zakia, Anouk, Mariam, Salam, Pia, and Walid, and there are over 158 people under investigation or under criminal prosecution now in Europe. And, well, let's be clear, it's not in our name. So, thanks to Thomas and the support of the CIEP for this evening, to Amandine, to Eva, Gilou, and the great translator we have somewhere. And to all of you, the language today, one way or another, and of course the work team of Agir pour la Paix. And finally, last but not least, I ask you to warmly thank Carola and Majid for their presence tonight.
but also for their essential resistance. May our applause support the work of the Sea-Watch team as well as the Sea-High, the Proactive Open Arms, the Lifeline, the SOS Mediterranean, and so on. Thank you very much. I'm an Italian MP, so thank you for everything. Okay. Please sit down. Thank you. Thank you so much. Yeah, that's kind of easy. And the goal is to increase the price of CO2 emissions and then to fund the revenue to ecological transition investments and policies and increasing the tax for workers. So the idea that increasing the CO2 doesn't have an impact on the workers. Just started, so we really need a lot of We, it's a group of organizations and citizens. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde qui souhaite rencontrer Carola Rackett, la capitaine du Sea-Watch 3, qui a été arrêtée en Méditerranée pour avoir sauvé des migrants, je vous le rappelle. Elle est ce soir ici à Bruxelles avec nous sur ODP News en direct. N'hésitez pas à partager autour de vous. So much. No, pleasure. Thank you very much.
Je vous rappelle que vous êtes sur ODP News, EODP, sur la page Facebook, n'hésitez pas à partager. Alors on garde le live pour essayer d'avoir l'interview de Carola Rackett, la capitaine du Sea-Watch 3. On va voir si elle est disponible, parce qu'elle est très sollicitée comme vous le voyez. Et donc elle est... Carola Rackett est une héroïne parce qu'elle a sauvé des migrants en Méditerranée. Elle a pris le risque, elle avait été arrêtée par le gouvernement italien, le gouvernement de Salvini, du Premier ministre italien. Et elle avait été arrêtée quelques jours et puis finalement libérée suite à la pression internationale. Et donc aujourd'hui, elle est ici à Bruxelles pour rencontrer les Bruxellois.
make the activists. So you want Indian, you have one demonstration. You want Indian sign this demonstration. They need the minimum of minimum. And then you not have any one kill people. They give you one kill with the really TV because you can have it better. They support the regime in their country. They support regime in their country or that will try to make something new, not like what we do. There now not to support the regime in country, let's support political party there, but it's not easier because you do everything with your own. And you need to do everything with your own money. It's you need to pay everything in money. Yes, yes. It costs really much. It costs physically, it costs money, it costs Sì, lui invece no. It's a very long queue, but we will be very quick. Lei ha il nostro stesso sangue, a lot of sangue. I perfectly know that there's so many brilliant people in Italy who are working on many initiatives. Sometimes you go, no, we're so sorry for this and that. I'm really the organization see what we receive so much positive feedback and encouragement. Society is there. Ma hai tutto lavoro? No, ancora, anzi sto ancora aspettando risposta dalle figlie di cui ci siamo sentiti una volta perché sono il dottorato. Because I'm an ecologist, I try to work in nature conservation. So I remain on the emergency list. So maybe if again someone doesn't turn up, maybe once again we'll take a mission, but I actually try to do something more. I try to work with some little type of thing, but I mean all the things are important, and much connected also. I was thinking like, I was so annoyed that this was my answer. Because that's stupid. It's stupid because we shouldn't give, I mean, generally speaking, it doesn't matter if it's him or somebody else, but I think we shouldn't give even more publicity or visibility to hate speech. I think we need to talk about the issue, that the issue, what people are saying is wrong, but don't, in a way that we don't give them too much publicity because they should have better publicity. So I try not ever to talk about it. I don't know about it. It's not about it. It's about, we should be talking about the people. We should be talking about the people, the refugees, same as many people here mentioned. We should be really talking about the people and also not so much about me. We should be kind of trying to go out and find a way to speak to the people, share their stories, and bring their you can take contact. Can we tell me I'm, yeah, Lava? Yeah. Where's the secret?
Alors bonsoir tout le monde. Comme vous voyez, on est là sur UDP, ODP News. Alors sur Facebook c'est UDP, sur YouTube ODP News. Alors merci en tout cas de nous avoir suivis pendant tout ce live. C'est presque 2 heures je pense de live aujourd'hui. Alors désolé d'abord pour le live qui s'est coupé tout à l'heure parce qu'on n'avait pas de connexion. Alors on a dû chercher une autre alternative pour pouvoir en tout cas avoir la connexion ici à l'intérieur du bâtiment. Mais en tout cas on est toujours avec Carola Rackett qui est la capitaine de Sea-Watch 3 qui a sauvé des migrants en Méditerranée. Alors elle est une icône au niveau mondial à cause du fait que l'interdiction du ministre de l'Intérieur italien Salvini, qui est un ministre d'extrême droite, affiché, qui a des déclarations hostiles à l'immigration et qui a même fait un décret à cette époque-là, qui est un décret d'interdiction aux bateaux qui sauvent des migrants en Méditerranée, qui leur a interdit d'accoster, en tout cas en Italie. Alors elle a demandé pendant quelques jours, elle essaye pendant 10 heures et 10 heures d'accoster dans un des ports européens. Il n'y a aucun qui a accepté. Alors en fin de compte, elle a décidé d'accoster en force, en forçant sur Lampedusa et accoster en disant, écoute, pour moi, les vies humaines, ils sont plus importants que toute autre chose. Alors désolé Rachid, mais on n'a pas entendu, on a eu quelques problèmes techniques de son, on n'a pas entendu le début de ton intervention. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu? Alors, on est là ce soir, en tout cas d'abord merci aux personnes qui nous suivent. On est là avec Carola Rackett, qui est la capitaine de Sea-Watch 3, un des navires qui sont en Méditerranée pour sauver les migrants, qui sont affrétés par des organisations humanitaires, des organisations européennes en grande partie, pour sauver des migrants, ça veut dire des personnes qui veulent quitter l'Afrique ou ailleurs pour se sauver de la misère, de la dictature, la tyrannie qui se trouve dans certains pays, mais aussi des environnements, le changement climatique qui pousse les gens à quitter, la pauvreté, le manque d'eau. Alors tous ces gens-là qui quittent à cause de ces problèmes que je viens de citer, alors ils essayent de prendre des petites embarcations pour y aller en Europe. Alors il y en a pas mal qui sont morts en Méditerranée. Je pense qu'il y en a plus que 1000 personnes qui sont morts en une année. L'année passée, je pense qu'ils dépassent déjà les 2000. Chaque année, c'est de plus en plus. En tout cas, l'Europe a essayé de se traiter aux pays du Sud, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, la Libye, encore aujourd'hui avec les milices, de leur donner en tout cas les moyens financiers pour pouvoir, tout simplement, pour pouvoir garder les migrants de leur pays en prison ou autre chose. Alors il y a une année et demie, on voyait encore comment certains nombres de migrants africains sont vendus comme des esclaves en Libye. Alors tout ça a indigné une grande partie de la population. Alors l'Europe, quelque temps après, la réponse de l'Europe, c'était d'enlever ces navires qui sauvaient encore les gens en Méditerranée. Alors les associations, ils ont décidé en tout cas de faire ce travail citoyen qui est celui humanitaire, de sauver les gens et d'essayer de l'amener en Europe. Depuis ce moment-là, tout simplement, ce qui s'est passé, comme j'ai dit tout à l'heure, et les gens ils n'ont pas entendu, la capitaine, il a essayé de sauver une partie des migrants. L'ex-ministre italien de l'Intérieur, Salvini, en tout cas, n'a pas voulu, en tout cas, alors il est libre, on va essayer alors il n'est pas encore libre. Alors Salvini a fait un décret qui interdit aux bateaux humanitaires d'accoster, en tout cas sur les ports italiens. Et elle, en étant justement à côté de l'Italie, de Lampedusa, comme l'Italie ne veut pas qu'il accoste, il a décidé tout simplement de voir d'autres possibilités d'accoster dans un autre port européen. Il n'y a aucun pays qui a accepté ça, alors il a décidé d'accoster en force dans le pays le plus proche, et le port le plus proche, c'est celui de Lampedusa. Alors à son arrivée, en tout cas à son accostage, les Italiens ont tout essayé, le ministre de l'Intérieur a tout essayé pour l'arrêter, il n'a pas pu en tout cas. Alors on va essayer de faire une interview avec elle. Good evening.
only if you want to say something about what's your feeling to be there today with all these people. Yeah, I can maybe say something 5 minutes, but not Yes. so long. What's your feeling to be there today in this activity and see all these people support you and support what you're doing? Because for all these people there and many or millions of people, not only in Europe but in the world, for them you are one icon. Yeah, it's really great to see so many people connecting to this issue. I think most of the people are already working in various initiatives, so they're already very engaged, they're already very active, and it's always a good possibility to meet and hopefully connect issues. And it's nice to receive so much, so many positive words, so much solidarity. And it's also, I think, really important that we receive maybe some kind of slight criticism of the way that the media has, for example, treated me as suddenly being in the spotlight, suddenly being made a kind of hero, even though I don't like that word, while there are so many people doing work, really, really important work all around Europe and overseas, and they don't get that recognition. And I think for myself and also for Sea Rescue as a general kind of movement, we need to use our media attention more to put the people in the spotlight who actually should need to be here. For example, people like Majid, who came as a kid from Somalia, or other people who we have here in the room, a young lady from Palestine, and other people who need to share their stories and have so much to tell us about what it means to leave your home and then arrive to another society. What's your message for people watch us today? I think it's very important that we all take action together and that we try to connect issues, as was pointed out, not see our issue as a single issue, but see it within the system and try to connect to groups which are working towards a similar direction. And also never to underestimate what a person can do, because a lot of individual actions really come together if we do stuff in a community. So in that way, every person which does something and then brings in one or two friends really starts to make a huge difference. And there's so many things to do, and we need all the people to be engaged with it. Do you think all these progressive people or left or people support immigration or against racism or extreme right, do you think it's most important for them to take their place in news and to be in media or everything, for not leave this place only for extreme right? Because today we see what happened with social media in many other places. The extreme right and racist activists, they take this place for many activists. Maybe your action, they make people talk much about you in this period. But do you think we need newspapers left to be more active? I think we need the center to be much more active. You know, the silent people in the middle of our societies who certainly share our values, who are welcoming refugees, for example, but who are not so outspoken about it. You know, we need silent people to be much more active, and we need people in the center to step up to right-wing rhetorics. We need to call out fascism when we see it. It's the center who needs to take a very, very clear stand and draw the red lines in terms of hate speech and in terms of actions. It's the center which needs to act. Then you are there tomorrow, and we have one demonstration for ask European Parliament to protect people like you, or act like you, because help people, it's not one crime. No, of course. Yeah, can we? Okay, let's say this last question. Yeah. This demonstration for tomorrow. There's a lot of legislation which needs to change. This legislation in particular, which doesn't distinguish between helping someone in solidarity and smuggling, is a huge problem. It's causing a lot of repression. There's about 160 people in Europe being criminalized for showing solidarity, and that clearly needs to stop. It's a system of repression, and we have to challenge that system. It needs to change. Solidarité, c'est un crime. Like, we finish with that. Yeah. Thank you very much. C'est demain à quelle heure?
Demain, les personnes qui nous regardent, en tout cas, merci de nous avoir suivis pendant tout ce live. On vous invite demain à être à la place Luxembourg avec nous, demain à 1h, tout simplement pour montrer notre solidarité avec tous les militantes et militants, en tout cas, qui soutiennent les migrants, mais et qui sont solidaires avec eux et qui sont criminalisés par certains politiques qui sont mettent au niveau des législatifs européens par des gouvernements successifs de droite ou d'extrême droite et qui sont en tout cas pour nous des politiques racistes. Alors merci à toutes les personnes qui nous suivent. Nous on va essayer en tout cas d'arrêter ce live ici ce soir au sein du bâtiment de la CIC Bruxelles Alvelvoorde. Et merci encore infiniment et à très bientôt. En tout cas, n'hésitez surtout pas à partager un maximum ce live, à se rendre sur notre chaîne YouTube ODP News et à s'abonner tout simplement et aussi à partager à chaque fois qu'on fait des lives et à nous suivre. Merci à vous. Attention.